Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, donc bienvenue dans le podcast La Bonne Équipe. Cette semaine, je reçois Victor Bessé. Victor, comment ça va déjà? Première question. Très bien, merci. Je vais très bien. Bon début de semaine. Excellent. Est-ce que tu peux te présenter, Victor, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, on va essayer de faire simple, puisque moi, j'ai pas mal de casquettes un petit peu différentes. Donc, pour faire résumer un petit peu, je vais peut-être commencer par mon parcours très simplement. J'ai un bac L, le fameux bac littéraire. Donc, j'ai appris il y a peu qu'il n'existait plus devant des étudiants qui étaient au lycée ou au collège. Je sais plus. Voilà, j'étais là à faire « Ah ouais, je suis vieux ». C'est comme mes parents qui me disaient « Ouais, moi j'ai un bac, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais un bac C, un bac B ou un bac je sais pas quoi ». Moi, ça me paraissait vieux et d'un coup, j'ai pris un petit coup de vieux. Après ça, j'ai fait 2 ans d'histoire de l'art à la fac, 5 ans dans une école web, un parcours assez atypique. Et j'en suis sorti de mon école web pour que j'en situe à peu près. J'ai 33 ans et je suis sorti en 2016, tout début 2016. Donc voilà, et de là, je suis devenu web designer et web développeur. Pour faire très simple, c'est quelqu'un qui fait des sites internet, entre autres, qui peut faire le design d'un site, mais aussi le design d'une appli, et après qu'il le code. Web design, c'est-à-dire qu'il va faire du code. Je simplifie un petit peu pour que les gens comprennent à peu près. Et de là, je suis devenu spécialiste des enjeux de la tech et du web, c'est-à-dire que je fais beaucoup de pédagogie, parce qu'on utilise tous Internet, on utilise tout le web, les nouvelles technologies, mais on comprend pas forcément les enjeux. Il y a de plus en plus d'arnaques sur Internet, comment on les déjoue, comment on fait tous ces pièges-là. Et à côté, je suis aussi journaliste musical. Je travaille pour un fan club de Paul McCartney, donc, et site d'information sur Paul McCartney, qui est le plus gros site francophone sur Paul McCartney d'info. Excellent. Voilà, et comment tu passes de l'histoire de l'art à une école de web design? Parce que là, pour le coup, le jump, il est quand même énorme. Ouais, oui, c'est vrai. En fait, c'est une école plutôt web où on apprend aussi bien le marketing que le design, que le code. C'est très éclectique et c'est en 5 ans. Ça s'appelle éthique pour ceux qui seraient curieux. Et à l'époque, il y avait qu'une seule formation. Maintenant, ça s'appelle la formation grande école. Ils ont ouvert à plein d'autres formations, ce qui est bien aussi. Et donc, on passe de ça parce que moi, faut bien comprendre, j'ai toujours été passionné par l'histoire de l'art, la peinture, tout ça, aller dans les musées, je peins pas. Quand je dis peinture, c'est pas peindre, c'est plutôt aller contempler des œuvres. J'ai toujours aimé ça. Et puis, le truc, c'est que le système de la fac m'a pas spécialement plu. On a eu 6 mois de grève qui étaient totalement justifiés contre les réformes de Valérie Pécresse, qui était à l'époque ministre de l'enseignement supérieur. Je sais pas si c'était ce titre exact à l'époque, mais en tout cas, c'était ce ministère-là. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai quitté parce que c'était pas ce que je voulais faire. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Je me suis posé la question de ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse. Et je me suis dit, le web, c'est intéressant et puis c'est porteur. Parce que le problème des études en histoire de l'art, c'est que, c'est pas très, malheureusement, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait ces études-là et je veux pas dénigrer, mais
C'est pas ça, si porteur que ça. Et puis, je connaissais des gens qui travaillaient dans des musées, tout ça. Voilà, mon père a beaucoup travaillé, il est graphiste et a beaucoup travaillé avec des musées, des artistes, tout ça. Donc, je connaissais un peu l'envers du décor et je me suis dit, c'est pas ce qui me plaît spécifiquement et j'ai pas envie de devoir me battre pour trouver des fonds et de me dire comment je trouve de l'argent, comment je convainc Louis Vuitton, je caricature le truc, de me filer un peu d'argent pour faire telle expo ou tel truc. Évidemment, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Je me suis dit, l'avantage de l'histoire, l'avantage, pardon, du web, c'est que on peut travailler dans n'importe quel domaine quand on est dans le web. Quand on fait par exemple, des sites web, on peut se spécialiser en faisant des sites web qui sont, je sais pas, dans l'histoire de l'art, dans la musique, dans toutes sortes de choses. Et je me suis dit, j'ai un atout, c'est que je suis spécialiste et connaisseur en histoire de l'art. Je travaillerai sûrement dans des boîtes dans l'histoire de l'art et en ayant ce bagage-là. Et en effet, j'ai été pendant mes études, j'ai eu affaire à plusieurs entreprises qui étaient spécialisées dans l'histoire de l'art. Et j'ai été notamment pris parce que j'avais véritablement cette connaissance, cette expertise en histoire de l'art en plus de cette expertise en web. Et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le domaine de la start-up ou de l'entreprise ou quoi que ce soit, qui a vraiment cette expertise-là et qui va me dire, ah oui, mais attends, tel article, ça me fait penser à tel article, faudrait peut-être lier les deux choses plutôt que quelqu'un qui connaît rien et qui va juste très bien faire le code et pas comprendre forcément tous les enjeux des artistes. Voilà. D'accord. Et du coup, au début, tu étais salarié quand tu as quitté l'école, si je comprends bien, ou quand tu termines en 2016, tu bascules tout de suite sur le côté pédago, ou à contrario, tu as travaillé pour des boîtes? J'ai basculé tout de suite sur le côté pédago. J'ai commencé à donner des cours, plutôt des interventions. À l'époque, c'était plutôt des interventions plus qu'aux cours. J'ai donné des interventions dans différentes écoles autour de ce qu'on appelle la data et la data visualisation, c'est-à-dire c'est la représentation visuelle de données. Comment on représente de la donnée. Et j'ai commencé à donner des cours là-dessus parce que j'ai découvert ça dans mon école, on a appris ça m'a passionné et je trouvais qu'il y avait plein de choses à dire et j'ai commencé à faire des cours, à construire des cours autour de ça et j'ai eu une école après 2, après 3 et plus j'avais d'écoles, plus je pouvais aller aller convaincre d'autres écoles que j'avais quelque chose d'intéressant parce qu'au départ c'est pas toujours simple quand vous arrivez et que vous dites j'ai un super cours sur la data viz et que vous arrivez sur n'importe quoi, vous dites je suis expert en machin, je suis expert en bidule et que les gens vous disent oui ok on veut bien te croire mais tu l'as donné où ton cours, t'as fait des interventions, t'as fait des trucs, il dit ah non j'ai fait aucune intervention, vous devez me croire. Il y a des gens qui, même si vous avez la chat, vous avez arrivé à parler, machin, ils vont vous dire, ouais, mais rien nous prouve, ils vont peut-être pas vous prendre, ou ils vont pas avoir le temps de vous laisser le temps de démontrer que vous savez. Ils vont pas vous dire, ok, tu nous l'as fait, comme ça on voit si c'est bien ou pas. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir démarrer, j'ai été un peu pistonné, faut le dire, pour mon premier cours. Donc voilà, faut aussi être réaliste là-dessus. Ça m'a aidé un peu à me lancer. C'est mon père qui donnait des cours, qui m'a dit, ah, tiens, tu veux bien faire un cours dans mon truc? Un jour, il me dit, ce serait marrant. Je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'enseigne à tes étudiants? Mon père est graphiste, donc, je suis pas graphiste. En plus, on a le même nom de famille, Besset. Il y en a 3 dans le monde qui ont ce nom de famille, donc ils vont tout de suite voir. Puis ça a bien marché. Puis moi, j'ai eu cette idée de faire de la data. Je lui dis, oh, ça peut être marrant. Et puis on s'est mis d'accord là-dessus. Et je sais pertinemment que si j'avais pas un sujet intéressant, il m'aurait dit non. Il m'aurait pas pour me rabaisser ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il veut qu'il y ait une certaine qualité de cours, quels que soient les intervenants, peu importe, je veux dire, la personne, s'il la connaît ou la connaît pas, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir quelqu'un qui soit pertinent. Et ce que je lui ai proposé lui a beaucoup plu. Je lui ai montré ce que je voulais faire. Il m'a dit, banco, vas-y. Et à partir du moment où j'avais une école, ça m'a permis de me lancer, surtout que c'était une grosse école. Et après, j'en ai une. Mon père a fait. Je lui dis, on a une maison à la campagne, il y a un workshop juste à côté. Je lui dis, vas-y, fais-le, ça peut être intéressant. Il m'a proposé ma conférence, j'en ai une deuxième, et après j'ai pu prospecter. Donc voilà, j'ai eu aussi cette chance-là. Faut savoir, on est parfois privilégié, pas privilégié. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un peu ça, et ça m'a permis de me lancer.
Ouais, en même temps, tu vois, certains appellent ça du réseau. Toi, tu dis, ouais, j'ai été pistonné pour mon premier job. Concrètement, enfin après, c'est la mise en relation, j'ai envie de te dire, qui prime. Mais derrière, si ton cours, si t'avais pas assuré ton cours, bah de toute façon, dans tous les cas, Bien sûr, potentiellement, tu continuais pas quoi. Donc ça me évidemment. paraît. Ouais, mais faut avoir faut pas avoir uniquement de la, comment on dit, être bon. Comme je le disais tout à l'heure, on peut être bon, mais peut-être que personne va vous dire OK parce que vous n'avez encore aucune expérience. Et voilà, vous avez pas, parce qu'il y a certains domaines d'expertise, je ne pouvais, jusqu'à peu, ou jusqu'à un certain temps, je vous disais à des gens que j'étais spécialiste, mais des fois, s'ils avaient besoin d'une preuve ou de quelque chose, c'était pas tangible. Il y avait rien sur moi quand on tapait mon nom, quand on regardait mes cours, on regardait ce que j'ai fait, il y avait rien qui prouvait que j'étais vraiment expert sur le sujet. Et d'un coup, bah, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ça t'intéresse de parler de ça dans un podcast sur BFM? Bah, j'ai dit, OK, oui. Un truc de Tech Co, j'ai parlé du sujet des brouteurs qui sont des escrocs sur Internet. Et c'est comme ça que aujourd'hui je peux dire, bah, je suis expert et je montre justement, comment on appelle ça, bah, mon podcast mon podcast vidéo qui est aussi passé sur la chaîne télé Tech Co. Et je peux dire, bah voilà, moi je suis spécialiste. Parce que c'est toujours compliqué parfois de se dire, je suis spécialiste et les gens vont dire, ouais, mais quoi, c'est bien beau et c'est que des mots. Ouais, c'est clair. Et toi, comment Victor, si tu devais, parce que moi, je t'avoue que c'est un domaine que je connais pas très bien, celui qui est le tien, si tu devais citer un peu les domaines dans lesquels tu interviens, alors web design, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à côté de ça sur lesquelles tu interviens? Je parle pas de tes interventions sur BFM, hein, mais, Non, mais... en tant qu'intervenant ou prof, selon. Oui, moi ce que je fais, c'est ce que je fais aussi dans les médias, aussi sur Twitter, aussi dans mes trucs, c'est de faire de la pédagogie. Et en même temps, quand on fait un podcast, quel qu'il soit, celui-là ou un autre, ce qui est important, c'est d'être pédagogue, quel que soit le sujet qu'on explique, qu'on parle de soi, qu'on parle d'autres choses, il faut savoir se faire bien comprendre et surtout pour moi qui ai un parcours un peu très, comment dire, complexe, peut-être pas complexe, mais un peu plein de choses à la fois, plein de choses en même temps qui peut très vite faire perdre les gens, dire ah mais t'es journaliste, t'es machin, t'es bidule. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est mon but, c'est la pédagogie, aller expliquer des sujets, notamment liés à la tech, liés au web, liés au design, pour que des étudiants, pour que des personnes qui utilisent au quotidien certains outils puissent mieux les utiliser, savoir faire la différence. Par exemple, moi, ce que je dis à mes étudiants, des développeurs ou des designers, selon les personnes, les profils que j'ai en face, je dis, je vais pas vous le cacher, vous le savez très bien, il y en a plein, il y en a à l'appel. Mais ce qui va faire votre différence, c'est que vous soyez bon dans votre design, dans votre développement, mais aussi toutes les connaissances que vous allez avoir, toute la culture que vous allez avoir, toutes les réflexions que vous allez pouvoir mener. C'est-à-dire que vous allez être probablement dans des startups, des entreprises ou pourquoi pas en freelance. Et si vous avez une véritable vision du projet et que vous êtes capable de dire, ouais, mais attends, ça va peut-être poser un problème ou ça, et que vous êtes capable de vraiment voir le projet sur lequel vous travaillez dans sa globalité, et que vous êtes capable d'être force de proposition, bah, la plupart des clients, des entreprises vont apprécier. Après, il y en a certains qui veulent juste un type qui fasse juste le boulot bêtement et que s'il dit oui, mais ça, on va avoir un problème, il se fait éjecter. Mais la plupart des entreprises aiment bien les gens qui sont capables de pouvoir de manière constructive dire ouais mais attends il y a ça qui va pas, comment on pourrait refaire ça, et justement dire ah mais j'ai vu tel projet, je suis capable de chercher telle information. Et aussi dans ces métiers, surtout dans les métiers du développement, c'est des choses qui peuvent aller très vite. Moi j'ai vu il y a quelques années des gens qui apprenaient des langages web, ils étaient tout contents, et quand ils l'avaient appris, plus personne s'y intéressait. Il y avait une hype sur un langage web pendant 6 mois, et après c'était totalement retombé et les entreprises n'en voulaient plus. Et alors, je me permets de te couper, oui, justement. Tu l'expliques comment? Parce que tu vois, moi, je vois passer de temps en temps sur LinkedIn des offres pour des développeurs et à chaque fois, c'est dans un langage particulier. Et je me dis, on dirait effectivement qu'il y a des phénomènes de mode dans les langages. De où ça vient, ce truc-là?
En fait, c'est tout simple, c'est comme les tendances. Et pourquoi, c'est exactement pareil que pourquoi tel artiste devient tendance et tel artiste est oublié. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que régulièrement, des développeurs, il y en a à l'appel qui vont créer des nouveaux langages ou plus précisément ce qu'on appelle des frameworks ou des librairies, c'est-à-dire qu'ils se basent sur un langage qui est déjà existant. Ils vont créer un truc qui va aider des développeurs, je simplifie évidemment un petit peu, qui vont aider des développeurs à gagner du temps. C'est-à-dire qu'ils vont créer des trucs qui vont faciliter le travail des développeurs. Ils ont juste à taper une ligne qui en fait va permettre d'afficher un code beaucoup plus complexe. Juste une ligne pour déjà quelque chose qui a été déjà préécrit par quelqu'un d'autre. Et évidemment, il y a certains langages qui deviennent très populaires, d'autres qui le sont moins. Ça va dépendre de qui l'a créé. Quand c'est Google qui crée un langage, bah c'est plus simple. C'est-à-dire que ça peut marcher, ça peut durer. Si c'est quelqu'un dans son coin qui est totalement inconnu, ça a une hype, bah ça peut peut-être moins marcher. Et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises qui connaissent rien à certains langages. Moi, j'avais vu un gag d'un développeur. Il dit, j'ai vu une annonce qui racontait, j'ai vu une annonce sur Internet où il demandait d'avoir 5 ans d'expérience sur un langage. Sur un langage précis. Et le type disait, le problème, c'est que j'en ai que 2 ans dessus, donc je peux pas postuler. Et il disait, ce qui était véridique, il dit, c'est moi qui ai créé ce langage il y a 2 ans. Donc comment quelqu'un peut avoir 5 ans de langage d'expérience dessus? Il disait, non mais... Voilà. Ouais, c'est surréaliste. Des fois, oui, mais des fois, certains s'y connaissent, mais des fois, non. Par contre, tu vois, moi, ce que je trouve compliqué dans ces métiers, et même pour toi d'ailleurs, c'est que tu fais une intervention. Alors, admettons, on va parler de Python, qui est un langage de programmation. Tu fais une intervention sur ce sujet, puis ça tombe dans 3 ans, dans 4 ans, le truc, il est mort de sa belle mort. Ça veut dire que les gens qui sont dans ce domaine-là, en fait, une fois que l'école est terminée, finalement, ils doivent en permanence s'updater. Enfin, je sais pas comment tu l'appelles. Se mettre à jour. Bon, par contre, ouais. Python, c'est pas un truc qui risque de mourir, voilà, parce que c'est là depuis des années. Non, c'était un exemple. Voilà, non, mais ce qui est, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, ce que je dis généralement aux étudiants, c'est qu'il faut savoir se mettre à jour et connaître les méthodes pour se mettre à jour. Moi, pour donner un exemple peut-être personnel, il y a quelques années, j'ai collaboré avec un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Perrault et on a travaillé sur un projet. Et je savais pas trop comment j'allais le faire, le truc. Et j'ai vu qu'il y avait des possibilités de le faire dans un langage précis. Donc j'avais fait un peu en cours, qui s'appelle le PHP, mais j'avais pas des connaissances solides. Mais je me suis dit, mais attends, je sais chercher dans la doc, je sais chercher des informations sur certains sites comme Stack Overflow, qui est un peu la bouée de sauvetage de tous les développeurs. Je sais chercher là-dedans. Ça a pas l'air très compliqué. Et puis, je connais un développeur qui peut me donner un conseil, me dire si c'est bien que si je pars sur ce langage. J'ai demandé un conseil au développeur qui a dit oui, c'est bien, essaye telle fonctionnalité. Et j'ai fait le truc. Et j'ai été surpris parce que 2 semaines avant, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Mais en regardant la doc, en comprenant les logiques, parce que ces codes, c'est des logiques identiques pour que les gens comprennent. C'est un peu comme les langues. Toutes les langues, ont des points communs. Il y a des verbes, à part peut-être certaines langues qui sont peut-être très particulières. Il y a des verbes, il y a des trucs, on retrouve toujours les mêmes structures. Donc des structures qui sont assez identiques, donc qui permet peut-être plus facilement d'apprendre certaines langues. Quand on en connaît 10, c'est peut-être plus facile d'en apprendre une 11e, parce qu'il y a justement cette logique, etc., etc. Et ben là, c'est un peu pareil. Beaucoup de langages sont basés sur des mêmes logiques. C'est de l'algorithmie. C'est penser qu'il faut d'abord, quand on fait un code, parfois, il faut d'abord penser algorithmiquement comment on fait. C'est pas l'exemple que généralement les profs donnent en cours, c'est je veux créer un script, peu importe le langage, qui va me permettre de savoir si mon année est bissextile ou pas. On le sait, une année est bissextile si tous les 4 ans, il y a une année bissextile, et de là, il y a une exception. Et dans cette exception, il y a une autre exception. C'est en gros, on dit, je vais essayer de bien le dire pour pas me tromper, donc c'est tous les 4 ans, sauf tous les, c'est ça, c'est tous les 4 ans, sauf tous les 100 années. Donc tous les 100 années, c'est pas le cas, sauf les années qui sont divisibles par 4, en 400. Donc je sais pas si c'est tout clair, mais en gros, pour que les gens comprennent bien, j'ai compris. c'est de dire que
1700, 1700 n'est pas bissextile, 1800 n'est pas bissextile, 1900 n'est pas bissextile, mais 2000 là. 2000 là parce que c'est divisé par 400. Donc, et ainsi de suite. C'était en gros pour corriger, en fait, parce que la Terre, c'est pas tout à fait, ça allait pas. Si on faisait tous les 4 ans, il y avait quand même un décalage. Et c'est un pape qui a, Grégoire, je sais plus combien, je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'on appelle ça oui, c'est Grégoire, puisqu'on appelle ça le calendrier grégorien. Il a décalé un jour il a avancé ou reculé, je sais plus, de 15 jours le calendrier pour recaler ça. Mais, et voilà, c'est un classique du code parce que c'est souvent un peu compliqué. Comment on fait? Parce qu'il y a une règle, et il y a une exception à la règle et il y a une exception à l'exception. Donc tout de suite, on réfléchit algorithmiquement comment on fait le truc et après, on l'écrit. C'est un peu comme si on avait un langage c'est un peu comme si, je sais pas, je peux prendre un exemple pour que les gens comprennent peut-être bien. C'est un peu comme si on devait écrire une rédaction dans une langue qu'on connaît mal. Et on se dit, bon, je vais poser toutes mes idées, tous mes trucs, je vais l'écrire en français. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et après, je le traduis dans la langue. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. Mais alors du coup, quel regard tu portes sur ChatGPT par exemple, parce qu'il a des fonctionnalités ou il aide au développement? Moi, je trouve que ces choses-là c'est toujours intéressant. Il y a eu une hype absolue. Faut bien comprendre que ces choses-là, ça existe depuis des années. Souvent de manière privée, c'est-à-dire que c'est plutôt en interne dans les entreprises et là, d'un coup, ça commence à sortir et ça commence à affoler toutes les grosses entreprises de la tech, parce qu'elles se rendent compte qu'elles commencent à être un peu dépassées. Pas spécifiquement parce qu'elles n'ont pas les outils, simplement parce qu'elles n'ont pas sorti ces outils-là. Et Google est un peu en panique. Et d'ailleurs, ils ont fait une conférence de presse il y a peu. Il y avait une erreur dans le truc que a répondu l'outil. Ils ont perdu, je sais plus combien, je crois 8% à la bourse. Donc c'est un peu inquiétant pour eux dans une démonstration. Normalement c'est carré. Faut se rappeler que par exemple quand Steve Jobs faisait ses démonstrations d'iPhone, les tout premières démonstrations, l'iPhone n'était pas prêt et ça crachait tout le temps. Mais il arrivait à naviguer entre plusieurs iPhones pour pas que ça se voit. Là, ils auraient pu faire attention et aller vérifier l'information. C'est un peu le problème. Mais ces trucs-là sont intéressants pour moi. Ces outils-là sont intéressants soit pour comprendre à peu près comment ça marche, pour comprendre comment ça fonctionne, et plus que de se dire ça va être le truc qui va tous nous remplacer. On voit bien qu'il y a depuis des années, il y a des traducteurs automatiques. Est-ce que le métier de traducteur est mort? Non. Voilà. Pas du tout. Non. Moi, là, tu vois, là-dessus, tu prêches un convaincu, c'est que je pense que ça t'aide à gagner en productivité et puis parfois en fiabilité, notamment si c'est que de la règle de calcul. Après, c'est le seul problème éthique que j'y vois là-dessus, c'est à un moment donné, en fait, il s'agirait pas de tomber dans la facilité, c'est-à-dire, tu demandes, par exemple, le cas typique, tu demandes à un étudiant de réfléchir à un sujet et puis il fait faire son sujet par ChatGPT, tu vois. Et là, tu te demandes quel est l'intérêt. Ou alors, il y a deux façons de le voir. Hein. Soit l'intervenant est nul parce qu'il l'a pas anticipé, soit c'est l'étudiant qui a pas envie de se casser la tête, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va pas. Et je trouve que ça remet en cause, peut-être pas tous les métiers, mais certains modes de fonctionnement de manière certaine, je pense. Ah, mais c'est clair. Pour moi, je pense que ChatGPT, moi, je l'ai testé parce que je trouve ça intéressant, pour un usage que je trouve assez intéressant, c'est donner des idées. Pour que les gens comprennent peut-être bien, moi j'aime pas mal écrire, inventer des histoires et des choses, et je me suis dit, ça peut être intéressant de nous soumettre, par exemple, je sais pas, j'écris une série ou un truc comme ça, où il y aurait 2 personnages qui font toujours à peu près la même chose, ça commence toujours pareil, je lui dis, c'est machin et machin qui font ça, écris-moi une histoire dessus. Et ça me donne une idée d'un truc auquel j'aurais pas forcément pensé. Le but, c'est pas d'aller copier-coller le truc, c'est juste de dire, ah tiens, attends, il m'a parlé de tel truc, il m'a parlé de tel truc. Ça peut être intéressant de voir comment je peux développer cette idée. Ça peut être pas mal pour se donner des idées, une base, sans que ça donne tout. Et moi, j'aime bien ça parce que ça permet de peut-être penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Des fois, ça donne des résultats totalement étranges. On n'en prend qu'un bout et on combine avec autre chose auquel on a pensé. Je pense que ça peut être, si c'est utilisé comme ça peut être pas mal. Mais après, si c'est pour aller écrire son propre scénario ou demander à son truc,
C'est, Est-ce oui, que oui, c'est on voilà. touche. Ok. Et comment? Alors, si je comprends bien, toi, tu as une partie, on va dire, où tu fais des interventions et tu es dans un univers de geek, sous-entendu du codage, pour faire Mmh, simple. Il y a une partie, moi j'ai trouvé, il y avait un truc que j'ai trouvé super intéressant dans ta démarche. On en a parlé un petit peu en off, mmh, mais tu sais, t'as fait des interventions sur, par exemple, les fake news, les mmh, brouteurs, et ça, tu le qualifies comment? Du coup, c'est, je sais pas, c'est ton activité d'expert de la tech c'est qui ça. te dit, voilà, je vais mettre les gens en alerte sur un certain nombre de thématiques qui peuvent être dangereuses si on s'y connaît pas, si on n'est pas méfiant. C'est exactement Comment ça. tu le qualifies, cette activité-là? C'est pareil, c'est un peu pareil que mes cours, c'est de la pédagogie. Moi, je considère que on est dans un monde où on est envahi de messages, de choses sur internet. On peut tous être victimes d'arnaques. On a souvent le cliché de l'arnaque de la personne qui a 80 ans, qui se fait avoir parce qu'elle n'y connaît rien et qu'elle a pas forcément plus toute sa tête. Mais moi, j'ai vu des arnaques qui sont très bien ficelées, qui piègent des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc et qui sont pas forcément des gens si vulnérables que ça, parce qu'on peut se dire ouais, c'est des gens vulnérables. Non, il faut bien comprendre qu'une bonne arnaque, pour qu'elle marche, c'est quelque chose qui a l'air très réaliste, qui va être extrêmement crédible, c'est-à-dire avec peu de fautes d'orthographe, un email qui a l'air crédible. Et après, ça peut être quelque chose qui peut vous presser, vous paniquer. On sait très bien que quand tout vous presse ou que vous panique, vous agissez pas pareil. Vous ferez des choses que vous n'auriez jamais faites si vous étiez dans le calme. Si, par exemple, c'est le grand exemple des arnaques. Généralement, les arnaques qui vous disent félicitations, vous avez gagné 500 euros de carburant ou 100 euros de course, voilà, qui se font passer pour la marque. Ça peut être Carrefour, Monoprix, Shell, qu'est-ce qu'il y a Total. Ils vous font croire qu'ils vont vous offrir un bon de carburant, mais vous devez payer 2 euros pour l'avoir. Et en fait, les 2 euros, c'est une offre d'essai, un abonnement qui peut coûter jusqu'à 100 euros par 14 jours. J'explique un peu le contexte. Et dans ces arnaques-là, ils aiment bien mettre quand vous arrivez sur le site, un compte à rebours qui vous dit qu'il reste plus que 2 minutes. Mais ils vont pas mettre simplement 2 minutes, ils vont mettre 0 semaine, 0 jour, 0 heure, 2 minutes, 0 secondes. Donc la personne qui arrive se dit mince, cette offre-là exceptionnelle, elle est là depuis peut-être plusieurs mois, peut-être, et ils vont se dire bah j'arrive juste à la dernière seconde, j'ai un coup de bol incroyable. Si j'avais cliqué 2 minutes plus tard, j'aurais pas eu le truc. Alors que c'est juste un compte à rebours qui active 2 minutes dès qu'on l'ouvre. Et là, les gens peuvent paniquer et mettre très rapidement leurs coordonnées bancaires sans lire les petites lignes. Donc, faut bien. Donc, moi, mon but, de manière générale, c'est d'expliquer, faire énormément de pédagogie, que ce soit sur Twitter, dans les médias, dans les podcasts, d'aller expliquer, ça peut être l'arnaque du moment, ça peut être une arnaque classique, ça peut être le fonctionnement d'une application, ça peut être comment on enregistre des tweets. Par exemple, grâce à la Wayback Machine, qui sont les archives d'Internet, comment on peut sauvegarder des tweets comme preuve. Plein de choses. C'est très très large. Les nouvelles technologies et le web, c'est extrêmement large, donc ça couvre beaucoup de choses et généralement, je le fais selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Quand je vois une fake news, que personne l'a débunké ou qu'il y a peu de débunkage, je vais essayer de voir si je peux débunker, etc. Donc c'est vraiment un peu selon l'actualité, selon les sujets que je vois aborder. C'est très, je veux Ok. dire, voilà, c'est un peu variable, quoi. Et comment, pour ceux qui voient pas, c'est quoi un débunkage? Alors, un débunkage, c'est en gros, on prend quelque chose qui peut potentiellement être faux et on va aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, c'est une image, on voit une image qui a l'air bizarre et on va aller regarder si on peut retrouver l'origine de l'image, si on peut retrouver si ça a été trafiqué, si c'est une image qui a été faite comme une parodie, parce que des fois il y a des images de parodie qui d'un coup, oh tiens, la parodie devient est pris par Une d'autres, information réelle. oui, comme une vraie information. Donc il y a plein d'outils, les recherches inversées d'images, si des médias en ont parlé, analyser la photo, voir s'il y a des outils qui permettent d'analyser des photos, parce que généralement, pour que les gens comprennent bien, quand quelqu'un fait un collage entre deux images, des fois, c'est deux images qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques.
Parce qu'il y en a une qui est très pixelisée, l'autre qui va être moins pixelisée. Et ça peut se voir en analysant avec des outils. On peut analyser l'image et dire ah bah tiens c'est bizarre, il y a un truc qui a été rajouté. Ouais, complètement. Ok. Et quel regard porte ton entourage sur ce que tu fais? Parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être un peu perdus en se disant punaise, le gars il a multicasquette, ce qu'on appelle un slasher, quelqu'un qui a Exact. plein d'activités en parallèle. Quel regard porte ton entourage sur ce que tu fais? Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui me comprend parfaitement, donc c'est vraiment génial. J'ai vraiment des gens qui m'ont encouragé, mes parents m'ont encouragé dans ces études-là, donc j'ai des gens qui comprennent ce que je fais, qui savent ce que je fais au quotidien et qui sont contents de pouvoir voir que bah, donne des cours, que je fais des interventions, de voir que ce que je fais, est, je ne dirais pas forcément reconnu, mais de voir que j'ai peux aider des gens à mieux comprendre certaines arnaques, à mieux comprendre certaines choses, que je transmets le savoir et puis ce qu'ils sont contents, c'est de voir que ça me plaît, que je suis épanoui avant tout, c'est ce qui les, je pense, les intéresse le Ouais. plus, c'est de savoir que je suis vraiment content dans ce que je fais et que je suis pas non plus surmené parce que le problème, généralement, quand on fait 5 ou 6 activités, on peut tomber dans du burn-out ou des choses comme ça, ce qui est heureusement pas mon cas parce que comme j'ai la chance de pouvoir faire plein d'activités, dont certaines activités sont des activités qui n'ont pas de deadline, qui n'ont pas de, comment dire, il y a personne qui va me réclamer que ce soit fait. Ils sont des projets perso. Ça me permet d'équilibrer, de quand j'ai parfois un peu marre d'un truc ou que je suis un peu trop dans un truc, je peux changer et m'aérer la tête en bah, soit en faisant un truc ou en regardant un documentaire, un truc comme ça, mais aussi en faisant un autre projet sur lequel je travaille pour un peu m'éclater. Et comme il n'y a pas d'objectif, pas de deadline, pas rien de particulier, voilà, je me détends en faisant ça. Pas de pression. Mais alors du coup, ça veut dire que tu es constamment sur ordi ou pas, Victor? Beaucoup, Est-ce que oui, tu te beaucoup. considères que... Ouais, vraiment? Oui, oui, pas mal. Bah, c'est le métier qui fait ça. Je passe énormément de temps sur l'ordinateur puisque c'est vraiment un outil de travail aujourd'hui qui est la base de tout. Même si je suis quand même quelqu'un aussi de très traditionnel. Souvent quand je fais un nouveau projet, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais quand je faisais des sites, travailler sur des sites, choses comme ça, la première chose que j'utilisais, c'était un papier, un crayon, un papier, un stylo pour réfléchir. J'ai besoin de Ah oui. ça parce qu'un ordinateur, c'est bien, je pourrais utiliser des outils qui permettent de dessiner sur ordi, mais j'aime bien la liberté du papier et crayon parce que si je veux rayer un truc, si je veux machin, c'est plus compliqué sur un ordi. Et puis, j'aime bien noter et j'ai toujours cette habitude-là de garder, de noter tout. Et ça me permet aussi de voir comment j'évolue. Je fais souvent des petits rectangles, généralement pour dessiner le site web, dire ok, je mets ça, je mets ça. Après, ça me met une première étape. Après, je raye tout, je le refais avec tout ce que j'ai amélioré et ainsi de suite. Et donc, je garde tout, j'ai pas mal de papier. Je note la date, le jour et l'année. Comme ça, je sais quand est-ce que j'ai travaillé sur tel projet. Toujours intéressant d'avoir une date et d'avoir une logique parce que des fois, on se dit, ok, j'ai travaillé sur ça, mais il y a combien de temps? On se dit, ah ouais, il y a 2 ans, la vache. Et je pense que ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui est dans le web de se dire bah papier crayon ou papier stylo mais c'est la base pour tout. Quand je m'organise, quand j'ai fait des choses là, j'étais en train à un moment d'organiser parce que je suis en train de travailler sur un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web où je voudrais parler de ça sur scène et donc pour faire mon comment ma liste de tout ce que je voulais dire, je l'ai fait sur un papier. On pourrait se dire, tu peux le faire sur ordinateur, c'est plus simple. Si tu veux déplacer un truc, t'as qu'à le déplacer, mais ça me paraissait plus naturel de le faire sur mon papier, de pouvoir tout visualiser, de voir quelque chose qui soit hors ordinateur, que je peux aussi consulter si je suis pas sur mon ordinateur. Ok. Et est-ce que, puisque comme tu es expert sur les enjeux de la tech, est-ce que ça t'arrive de faire des activités de conseil avec des entreprises ou c'est un domaine dans lequel tu vas pas du tout? J'en ai l'occasion, je ne me suis jamais réellement présenté. J'en ai pas Ouais. spécialement fait, mais je pourrais peut-être en faire. Oui, bien sûr, j'ai les compétences. Après, ça dépend quoi. Si on me demande de faire certains trucs, la tech et la web, les enjeux de la tech et du web, c'est très très vaste. J'ai pas la Oui, prétention de tout oui. connaître. Si je disais aux gens, oui, je connais tout,
OK, faudrait, tout de suite partir en courant parce que je suis pas du tout, sérieux, je serais pas du tout sérieux. On peut pas tout connaître, Oui, oui, mais oui, on peut bien avoir une sûr. certaine vision qui nous permet d'aller comprendre certains enjeux et de réfléchir à se dire, «OK, je connais pas ça, je peux aller regarder pour me faire une idée, je sais où chercher parce que j'ai des connaissances». OK. Et alors j'ai une question, peut-être pas facile d'y répondre, Mmh. mais au regard de tout ce que tu fais, est-ce que tu as un projet professionnel bien défini, une ambition ou un rêve en particulier, un rêve professionnel? Est-ce qu'il y a un moteur derrière tout ça ou pas? Oui, j'ai envie de dire, entre autres, oui. Oui et je répondrai oui et non. C'est pas forcément. Je vais Bonne expliquer réponse! parce qu'en fait, mmh, j'ai d'autres projets à côté qui me permettent de faire autre chose et de voilà, quand je fais de l'écriture ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont totalement différentes, qui n'ont aucun rapport avec le web, mais des choses qui me c'est des choses qui me comment dire? Qui me motivent, qui me permettent aussi de pouvoir faire autre chose et de m'aérer la tête aussi. Mais pour parler spécifiquement dans les enjeux de la tech et du web, là, je suis en train d'écrire ça fait longtemps que je suis dessus, mais de faire un spectacle, conférence comme, je sais pas, il y a plein de gens qui montent sur scène pour, et je parle pas de spectacle humoristique forcément, mais qui montent sur scène pour aller notamment des youtubeurs, connus qui sont spécialisés dans un domaine. Je parle pas de youtubeurs qui, très généralistes, qui sont plutôt dans l'humour et dans la blague, mais plutôt, je sais pas, un youtubeur qui serait plutôt dans la science ou un autre qui serait plutôt dans l'histoire, qui vont soit monter sur scène pour un peu, faire de la pédagogie. Je j'ai certes une chaîne YouTube, mais je me considère pas comme, forcément youtubeur, parce que j'ai que 200, je dois avoir à peine 200 abonnés, donc c'est peu, c'est déjà pas mal. Je m'en plains pas, mais je Ouais. veux dire, je suis pas le type qui est vu par 100 millions de gens tous les ans ou je sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'idée de monter sur scène, de faire de la pédagogie, c'est quelque chose qui me motive et qui me dit, bah, c'est intéressant et c'est un challenge. Parce que comment on adapte ça en grand public? Parce que c'est pas forcément le public que j'ai sur Twitter, c'est pas forcément la même chose. Et puis sur Twitter, potentiellement, ça marche pas, c'est pas embêtant, je laisse mes trucs. Tandis que si je vais monter sur scène, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est embêtant. Donc faut se bétonner et puis, faut Bah, je trouver sais les pas bons. pourquoi ce serait embêtant d'après toi? Moi, c'est pas embêtant en soi. Pour moi, c'est pas embêtant en soi. C'est juste que si j'arrive, c'est juste par respect pour les gens s'il y a des gens qui Ah! croient, ce que je veux dire, moi, ça me gêne pas. Mais je veux dire, il y a toute une logistique, il y a tout un truc. Il y a des gens qui vont dire, ouais, on investit dans ton spectacle et après, ça marche pas. Oui, oui, Voilà. oui, oui, je C'est juste comprends. pour ça, c'est Après, juste tu une vois, question de. Mais après, moi, si ça marche pas, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ce que je dis généralement aux étudiants. L'important, c'est de comprendre que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas le plus important. L'important, c'est d'avoir compris qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Des fois, je sais que ça c'est clair. j'ai fait des interventions, je sais que j'ai pas été bon du tout, mais ça s'est pas vu parce que j'ai réussi à sauver les meubles d'une manière très astucieuse. Les gens m'ont dit ah c'était bien. Je sais que j'ai pas été bon, je le sais. Mais voilà et ça me permet, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Des fois c'est de ma faute, des fois c'est pas forcément de ma faute parce que des fois on m'a dit ah oui mais en fait on veut plus parler de ça sauf que c'est pas ma spécialité donc voilà. Mais c'est ça qui est important, c'est de comprendre pourquoi on échoue, pourquoi on réussit et ça permet déjà de mieux se comprendre, ça permet de mieux avancer et le but, c'est Ouais. j'ai envie de faire un truc, c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur et je veux dire, si j'arrive sur scène, ça marche pas, je me dis: «C'est dommage pour, la prévention, pour toutes ces choses-là». Moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose qui puisse captiver les gens, qui puisse les amuser, les étonner, sans aller raconter n'importe quoi ou inventer des exemples, mais vraiment avoir quelque chose qui soit un peu ludique, quoi et pédagogique et rigolo.
Ouais, ouais, normal. Non, mais en fait, si tu veux, quand je te disais en quoi c'est grave, c'est que je connais pas la vie de Paul McCartney, mais j'imagine qu'il a pas tout réussi non plus, Non, malgré bien sûr que non. son immense succès, tu vois. Et donc, je me dis, c'est toujours la même histoire. C'est que tant que t'as pas essayé, tant que tu t'es pas planté, bah, c'est compliqué d'avancer d'une part. Et puis ensuite, je pense, comme tu le dis à juste titre, c'est que l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi ça a pas fonctionné. Il y a que comme ça que tu progresses. Euh, qu'est-ce que tu trouves sympa ou pénible dans ton métier, notamment celui d'intervenant, par exemple? Alors, moi, il n'y a rien que je trouve spécifiquement casse-pied dans ce métier-là, parce que c'est quand on est intervenant, quand on est dans des métiers, j'ai envie de dire, c'est des métiers passion, quoi. Faut le dire. Moi, j'ai la chance, mais je me considère comme un énorme privilégié. J'ai la chance de pouvoir faire des métiers qui me passionnent. Il n'y a rien qui m'ennuie dans ce que je fais, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, d'avoir des métiers. Des fois, on se retrouve avec des gens qui font des métiers alimentaires, et je comprends qu'ils sont obligés d'aller faire des choses, ça leur plaît pas forcément. Moi, j'ai le grand luxe de pouvoir faire des métiers qui sont plutôt bien payés, dans lesquels je maîtrise parfaitement ce que je fais, et ça me passionne, donc c'est génial. Et puis j'ai une chance, c'est que je suis très à l'aise à l'oral. J'ai cette chance-là de pouvoir parler, voilà, de m'en sortir des fois dans des situations où je me dis: «Ouh là, j'ai pas été bon», mais j'arrive. Après, des fois, ça m'arrive des fois que les gens me disent: «Ouais, c'est bien», mais en fait, c'était pas, voilà. Mais j'essaye toujours de m'en sortir, j'essaye toujours bah, voilà, je suis capable d'improviser, même quand on me pose une question inattendue, je suis pas là en train de me dire je lance une réponse. J'essaye de lancer une réponse sans raconter n'importe quoi, sans faire comme certains hommes politiques, pas répondre, mais j'ai toujours le truc là, et c'est cette chance-là d'être à l'aise, de pas avoir peur, voilà, de me dire, généralement ce que je dis, que ce soit aux étudiants ou même à moi-même, je me dis: «Je tente, on verra bien ce que ça donne. Au pire, on me dit non, au pire on me répond pas, et puis basta». Ok. Et tiens, d'ailleurs, on en parlait un petit peu il y a quelques minutes. Quel regard tu portes, toi, sur les youtubeurs, les influenceurs, les gens, les instagrammeurs, et notamment je dirais l'influence qu'ils peuvent avoir sur les jeunes? Est-ce que tu as quelques tips à partager par rapport Oui, à bien ça, sûr. des avis? Oui, alors ça dépend. Moi, je mettrais dans 2 catégories différentes, les youtubeurs et les influenceurs, parce que il y a des influenceurs qui sont youtubeurs, et etc. Mais certains diront que c'est un peu la même chose. À partir du moment où on est une communauté, à partir du moment où on a un certain nombre de personnes comment dire? Un certain nombre de personnes qui vous suivent, les conseils que vous donnez ou qui vont vous écouter, vous êtes de base à une sorte d'influenceur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a les influenceurs, il y en a beaucoup qui vendent tout et n'importe quoi, qui viennent de télé-réalité, qui vont vendre des trucs qui peuvent être parfois dangereux. Il y a plein de gens. Il y a un youtubeur qui fait un très très bon boulot, qui lutte contre ça, qui s'appelle le Radi Radier, et qui fait beaucoup de choses, qui parlent justement de tous ces influenceurs. Il y a plein d'autres personnes qui dénoncent justement toutes les dérives qu'il y a derrière les influenceurs. Mais si on prend les youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui vont faire de la vulgarisation, de la pédagogie, et c'est vraiment très bien, parce que ça permet sur des sujets qui peuvent parfois être très compliqués, qui peuvent être parfois des sujets qui sont pas forcément à première vue forcément intéressants pour un grand nombre. Ils arrivent à captiver des gens. Mais après, le problème, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs. Bah, certains, on se rend compte que ils avaient l'air sympas, ils avaient l'air bien intentionnés, et on se rend compte qu'il y a qu'ils ont fait plein de trucs bizarres, et on se dit merde, quoi. Voilà, quand on voit certains qui sont accusés de toutes sortes de choses extrêmement graves, et qu'il y a une Ouais. dizaine ou une vingtaine de personnes qui les accusent, voilà. Contrairement à certains qui disent ouais, mais on n'en sait rien, bah, pardon, mais quand il y a 10 ou 15 personnes qui les accusent, il y a peut-être un truc qui va pas. C'est pas juste 10 ou 15 personnes qui ont décidé on connaît les mécanismes de toutes ces choses-là. On sait que, mais ne serait-ce qu'une seule personne qui ose parler, bah, c'est souvent très compliqué.
la première personne qui ose parler et qui va ouvrir la voie à d'autres parce que le type est puissant, parce que la personne a peur de ne pas être crue, la personne a peur que tous les fans soient des moutons et viennent la harceler en disant t'es une menteuse ou menteur. Enfin, je dis menteuse parce que c'est malheureusement souvent des femmes qui sont victimes de ces gens-là, mais après il y a aussi des hommes, donc c'est très très compliqué. Mais Ouais. si on regarde un peu sur le côté positif, il y a beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de choses. Moi, je vois, par exemple, des youtubeurs comme par exemple, si je prends un sujet que je connais bien, un youtubeur qui s'appelle Sandos, qui fait beaucoup de prévention sur les arnaques et les brouteurs. C'est très intéressant. Pour le grand public, c'est extrêmement bien, c'est important, il y en a plein. Il y a des gens comme Sento ou Lalin qui luttent aussi contre les arnaques aux faux supports Microsoft qui sont des fléaux. En gros, c'est une pub qui apparaît sur votre ordinateur. C'est juste une pub qui vous dit d'appeler un numéro parce que votre ordinateur sera infecté. Et ça apparaît y compris quand vous ouvrez un journal, parce que la régie publicitaire a accepté ce genre de pub, malheureusement. Donc, c'est faire de la pédagogie, faire de l'appréhension, et d'en parler de la manière la plus simple. Après, quand on s'y connaît sur certains sujets, on peut voir que certains youtubeurs disent des choses qui peuvent être inexactes. Peut-être c'est très sûrement parce que c'est de la vulgarisation. Ils veulent faire de la vulgarisation, donc ils vont peut-être simplifier pour que les personnes comprennent mieux. Voilà, quand je vois certaines vidéos de Sandoz ou des choses comme ça, où il dit ah tiens celui-là c'est un brouteur, il est à tel endroit ou tel autre. Quand on voit clairement ce qu'il fait, on voit qu'il n'est pas là du tout là et c'est pas possible qu'il soit à tel endroit et qu'il fasse ça. Mais c'est peut-être simplement par vulgarisation, il simplifie, ça permet de mieux comprendre, même si je trouve que c'est peut-être un peu dommage parfois d'aller un peu trop simplifier. C'est peut-être pas mal quand même de rentrer dans certains détails, d'expliquer que les gens comprennent un petit peu mieux. Mais en même temps, les gens comprennent mieux, dire ah oui, j'ai vu telle vidéo, j'ai compris telle arnaque, j'ai vu telle vidéo, j'ai compris tel enjeu je sais pas, qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ou j'ai compris comment tel truc en science marche, et c'est super. Ouais, carrément. Carrément. Et je sais pas si tu pouvais, par exemple, me recommander un livre, une série, un film, une musique. Tu me répondrais quoi? Recommander par rapport à la tech, à la web, ou de manière... De manière générale, qu'est-ce qui... allez, je te la fais autrement. Tu pars sur une île déserte, tu as le droit à un livre, une série, un film, une musique. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Ah voilà, alors dans ce cas-là, oui, je comprends mieux ça. Je voulais savoir si c'était par rapport à la tech ou au truc, parce que... Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Moi, pour répondre à la question, je pense que l'une des plus grandes séries qui a jamais été faite, là je regarde assez peu des séries, mais certainement l'une des plus grandes séries qui a été faite, c'est les Shadok. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une série qui date des années 60, d'animation, qui était totalement révolutionnaire pour l'époque et qui a déchiré la France. Aujourd'hui, si à l'époque plutôt il y avait eu Twitter ou tout ça, les gens, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de messages d'insultes, de soutien. C'était Jean-Yann donc qui était acteur, peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas. Mais lisez les lettres qu'on envoyait, c'était un programme de l'ERTF, donc les gens disaient on gaspille de l'argent avec ça, et l'histoire en fait c'est des sortes d'oiseaux qui s'appellent des Shadok, qui sont pas bien sur leur planète parce qu'elle est toute cassée, et ils décident d'aller sur une planète qui s'appelle la Terre, parce qu'elle semble inhabitée, sauf que sur la Terre il y a une sorte d'insecte qui crache du feu et qui est pas content que les Shadok viennent déranger leur planète, et après ils vont se réfugier sur la Lune. Voilà. Et c'est totalement absurde, et l'avantage, c'est que cette série est disponible légalement et gratuitement sur YouTube. Donc les gens peuvent regarder les 3 premières saisons. C'est vraiment l'une des meilleures séries faites. C'est extrêmement drôle. D'un point de vue, je dirais, de la musique, les Beatles, parce que bon, il n'y a aucune surprise. Je dis que je gère un fan club. Oui, bah ça, je me doute bien. J'allais pas répondre. J'allais pas répondre à autre chose. Moi, ma spécialité dans le journalisme musical, c'est pas uniquement les Beatles, c'est tout ce qui est classique rock. C'est-à-dire toutes les vieilleries, enfin, toute la musique, ça va aussi bien, ce qu'on appelle classique rock, ça va aussi, tout ce que les radios de classique rock diffusent aux États-Unis, ça va aussi bien du blues qu'au jazz rock, au funk, qu'à la soul, qu'à la Motown, au punk ou au reggae, ou qu'est-ce qu'il y a, ou au ska. Donc l'hard rock, donc c'est très très large. C'est toute cette musique que j'affectionne anglophone
et qui a bercé, et qui berce ma vie, quoi. Ok. Et un film qui t'a marqué? Je dirais j'hésite entre plusieurs, entre deux. Je dirais les deux films des Monty Python, La vie de Brian et le Sacré Graal, parce que c'est l'humour, c'est vraiment l'humour british et c'est vraiment un exemple remarquable. Et puis on peut mettre aussi le premier film des Monty Python, j'y arrivais, qui s'appelle La première folie des Monty Python en français et en anglais je crois que c'est Now Something Completely Different, je sais plus exactement le titre en anglais, et c'est une succession de sketchs qu'ils faisaient à la télé, ils les ont adaptés pour le cinéma et c'est toujours très drôle, il y a plein de trucs totalement absurdes et des trucs qui sont devenus cultes, quoi. Ok. Et dans la même série, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Ah, bonne question. Comme ça, je dirais pas Me mal dis de... pas McCartney, me dis pas McCartney, sinon c'est trop facile. On peut dire John Lennon, George Harrison. Non, je plaisante. Voilà. Faut pas être, voilà. Voilà, j'aime bien détourner. Non, mais plus sérieusement, non, il y a plein de, je sais pas, je dirais qu'il y a, déjà des peintres. C'est peut-être bête, mais j'ai un amour de la peinture. J'aime beaucoup des peintres comme Vermeer ou des choses comme ça. Après, je ne sais pas s'ils étaient des hommes vraiment respectables ou pas, mais la peinture de tous ces gens-là ont pu, c'est génial d'aller regarder un tableau, d'admirer des détails, de tout. Moi, je trouve ça absolument fascinant. J'adore aller au Louvre dans la section qui est donc, je sais même plus, c'est flamande, néerlandais, je sais plus comment ils l'appellent. Je devrais le savoir, mais c'est plutôt flamand. Et il y a un beau parcours, et surtout quand on y va à l'ouverture, il y a quasiment personne puisque les gens se jettent sur la Joconde. Ouais. Et là, il y a les Van Eyck. Dans la section, il y a les Van Eyck, il y a les deux Vermeer, mais actuellement, ils sont plus. Ils sont plus. Il y en a un qui, je crois, mince. Il y en a un qui est à Amsterdam pour l'Expo Vermeer et l'autre qui est dans les Émirats arabes par là. Et donc voilà, mais c'est assez calme et c'est génial de voir toute l'évolution des tableaux. On peut aller voir tous les énormes paysages absolument géants, regarder les moindres détails. C'est quelque chose qui est absolument fascinant. Et puis pour les gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'argent d'aller dans les musées, il y a des outils comme Google Art qui te permettent d'aller zoomer dans des tableaux et c'est absolument génial. On peut voir des détails comme on n'en verrait jamais, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas, Victor? Je bosse quand même. Non, je plaisante. Non, faut pas non plus, faut s'aérer. C'est ce que je disais. Il m'arrive de regarder des documentaires, pas mal de documentaires, de choses. Sur quel type de thème plutôt historique, du coup? Histoire, sciences, astronomie, astrophysique, culture, ce qu'on appelle pop culture. Ça peut être des docs sur des groupes de musique, ça peut être des choses comme ça. Ok. J'aime bien me prendre un peu de temps pour ça. Je regarde aussi pas mal de vidéos YouTube. J'aime bien regarder des choses comme ça pas mal de choses sur YouTube, des jeux télé de culture anglophone comme un jeu qui s'appelle Only Connect ou des YouTubeurs qui résolvent des casse-têtes parce que c'est toujours rigolo d'aller voir des gens comment des trucs assez, c'est pas mal parce que c'est un peu des gens qui ont créé des casse-têtes et des gens qui les résolvent avec des trucs qui sont parfois totalement différents de ce qu'on pouvait attendre. On est habitué à certaines choses, et en fait, on se rend compte que c'est différent. Après, je fais pas mal aussi pour me détendre, je fais pas mal aussi d'écriture. J'aime beaucoup écrire tout ce qui a des dialogues, donc je m'amuse à écrire pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, j'écris, ça va bientôt faire 10 ans que je m'amuse à écrire pour moi une série que j'ai imaginée quand j'étais à Londres. J'ai eu la chance de faire un stage à Londres sur lequel j'ai sorti un petit livre, enfin un petit livre, non, un format 4 où j'ai raconté mon stage et mon expérience. Et de là, ça m'a donné une idée de dire, tiens, si j'écrivais quelque chose pour voir si je suis capable. Et maintenant, je me retrouve à avoir écrit quasiment 200 épisodes d'une série, donc je sais Ah oui. pas ce que j'en ferai, mais voilà. Mais c'est pour m'amuser, quoi. J'aime bien, j'ai toujours été très créatif à inventer des choses, à imaginer des choses. Et c'est un bon moyen. L'écriture est un bon moyen déjà imaginer, organiser, trier des choses, comment on raconte une histoire, dans quel ordre on la raconte pour que ce soit plus drôle.
etc. Toutes ces questions-là, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à travailler. Je serais incapable, par Ok. exemple, d'écrire un roman et ça me ferait, pardon du terme, ça me ferait royalement chier parce que je suis incapable de. Alors, il faut décrire la fois. J'aime bien les dialogues parce que moi, c'est direct. Le dialogue, ça décrit la situation, ça explique le truc. Il n'y a pas besoin de dire alors la forêt, la machin. Et voilà, moi, Ouais. je serais archi nul là-dessus. On dirait que j'ai pas de style et que je serais très mauvais. Mais au moins, une histoire, c'est direct. Voilà, avec des dialogues, c'est direct, ça m'éclate. Et j'ai pas à m'emmerder avec une sorte de style, même si, évidemment, forcément, dans ce que j'écris, il y a un style, puisque les personnages parlent d'une certaine manière et c'est voulu ou pas. Ouais, ouais, complètement. Et dis-moi, c'est quoi la performance dans ton métier, Victor? Quand est-ce que tu penses que tu es performant ou comment tu le mesures? Moi, je dirais pas, je parle pas spécialement de performance, je dirais plutôt que c'est quand quelque chose est bien fait, c'est à partir du moment où des gens ont compris certains enjeux, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens sur Internet, quand j'avertis sur quelque chose et qu'il y a des gens qui me remercient je me dis, ok, ça veut dire que ça a bien été compris, ça veut dire que tu été bien capable d'expliquer et que ça a été utile. À partir de ce moment-là, c'est super de se dire, bon, bah, au moins, c'est utile, c'est une ressource qui peut servir à d'autres personnes et c'est ça qui m'importe. Ouais, c'est clair. Et quel regard tu portes sur l'école en règle générale? Elle est dure cette question. Sur l'enseignement, on Oui, parle d'école, enseignement aussi bien primaire oui, que oui, de manière générale, de manière si générale, ok. ça peut être du primaire, ça peut être dans le secondaire, hein, peu importe, ou dans l'enseignement supérieur. Euh, c'est quoi ton avis sur le sujet? Ouais. C'est dur, hein? Alors, ouais, c'est. En fait, moi, je pense que déjà, la première chose que j'ai envie de dire, après, peut-être que certains profs dans le primaire pourraient me corriger, mais déjà, la première chose que je pense, il faudrait peut-être une meilleure apprentissage du numérique, notamment des arnaques, toutes ces choses-là, qu'on forme des citoyens qui soient vigilants. Je vais donner un exemple tout simple pour que les gens comprennent bien. Généralement, je vois beaucoup de sites qui sont des arnaques. De sites, pour que les gens comprennent bien, la vignette critère, on a tous reçu quasiment un SMS qui dit votre vignette critère, pour ceux qui savent pas ce que c'est pour les voitures, il faut la mettre à jour. Et en gros, vous arrivez sur un site, et le but c'est de vous faire payer et vous voler votre argent, quoi. Vous volez votre coordonnée de carte bancaire. Il y a aussi le fameux votre colis est arrivé, votre abonnement Netflix est terminé. Il ben, faudrait apprendre aux gens, pas uniquement à débusquer, à dire attention, ça c'est une arnaque, mais leur apprendre à signaler ces sites-là. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je trouve l'hébergeur, parce que ces sites-là sont hébergés par quelqu'un, et je le signale à l'hébergeur, et là, quasiment tout le temps, les hébergeurs sont réactifs, et on peut faire fermer beaucoup de sites en 24 heures. Et beaucoup de sites d'escrocs, après, on peut se dire, oui, mais il va le réouvrir. Ouais, mais il perd pendant 24 heures, il va peut-être continuer à envoyer ses SMS, qui vont peut-être être envoyés pendant peut-être 48, 72 heures, le site sera plus accessible, et ça va peut-être permettre à des gens d'être méfiants. De dire, ah bah attends, le site il est plus accessible, en fait c'est peut-être une arnaque. Et c'est tout con à faire. Ça prend 2 minutes à faire à chaque fois un signalement. Ouais, ouais. Et il faudrait peut-être apprendre ça aux gens, apprendre voilà, à reconnaître les brouteurs, par Ok. exemple. C'est des choses voilà, qui sont je précise, c'est des escrocs qui font de l'arnaque, par exemple, le sentiment, juste pour que les gens le sachent. Et je pense que c'est important, déjà, d'avoir ça. Et puis, pour l'enseignement supérieur, je pense qu'il est vraiment important de faire comprendre aux étudiants, à tous les étudiants, qu'il est important d'avoir une énorme culture, quel que soit le domaine sur lequel on travaille. Je sais pas, on est en marketing, d'avoir une bonne culture marketing, de comprendre, bah, quelle campagne a été marquante en web, quels sont les pionniers, et avoir une curiosité. Je pense que c'est important de comprendre bah, pourquoi ça s'appelle HTML, qui a inventé ça, pourquoi, je sais pas, pourquoi il y a eu tel truc, ça s'appelle telle version, voilà, ou pourquoi il y a eu un Windows 8,
puis un Windows 10 et pas de Windows 9. Ça peut être intéressant d'avoir cette curiosité. Il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir cette curiosité. Et je suis pas en train de blâmer, mais moi, je vois un truc où on me montre Windows 7, Windows 8 et après Windows 10, et je suis curieux de savoir pourquoi, etc. Donc, toujours avoir cette petite curiosité d'essayer de comprendre. Ben voilà, ça peut être, j'habite dans une rue ou je vais dans une rue, je suis toujours curieux de savoir sauf si c'est rue de la mairie ou rue de la gare. Bon, là, c'est évident, mais si c'est quelqu'un, je suis toujours curieux de savoir qui c'est. Ouais, complètement. Ok. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé aborder avec moi et que j'ai pas abordé? Je pense qu'on a fait plutôt pas mal le tour d'un peu de ce que j'étais, de ce que j'ai pu dire. Je vois pas comme ça spécifiquement de choses qu'on a pu oublier. Je pense qu'on a été un petit peu assez éclectique, j'ai envie de dire, puisque j'ai quand même pas mal de métiers, pas mal de casquettes différentes, et je pense qu'on a été assez clair pour à peu près comprendre voilà, chaque chose et pourquoi je fais ça, quels sont les enjeux et quels sont les intérêts et pourquoi moi je m'éclate dessus. Ok. Comment on te contacte, Victor? Sur les réseaux, sur un site internet? Généralement, ce que je dis généralement, je vais dire la même chose que je dis à mes étudiants. J'ai un site web qui s'appelle victorbesset.fr sur Je le lequel mettrai. j'ai des petits boutons et il y a un petit bouton avec une lettre sur laquelle il y a mon mail. Il y a mon mail et on peut aussi me contacter sur Twitter de deux manières. Soit on m'envoie un message en privé et si on n'est pas, si la personne qui me l'envoie n'est pas en contact, ça va tomber dans mes messages autres. Mais généralement, je regarde régulièrement parce que je sais qu'il y a parfois des choses comme ça qui peuvent tomber dedans ou alors m'envoyer un tweet. Mais des fois, l'algorithme de Twitter ne les montre pas. Mais même si j'ai demandé à ce qu'il me les montre bien, mais voilà. Mais c'est les deux meilleurs moyens peut-être de me contacter. Après, on peut me contacter sur LinkedIn aussi, mais Ok, ça marche. c'est déjà pas mal. Si tu as l'occasion, enfin, disons que tu as l'occasion de me poser une question, quelle question tu me poserais? Si tu en as une, tu n'es pas obligé d'en avoir une, nécessairement. Oui, j'ai préparé puisque je m'attendais à cette question. Je suis un petit peu malin. Parce que je me dis, généralement, quand j'aime bien, moi, j'aime bien faire un petit exercice quand je vais petite parenthèse très rapide, quand je vais je vais dire un entretien, mais non, quand je vais à une conférence ou un truc comme ça, j'aime bien me dire, je vais poser une question. Je vais voir, le but c'est de poser une question et je me force toujours à poser une question en essayant qu'elle soit pertinente parce que je me dis c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que je peux poser? Qu'est-ce que j'ai retenu? Ça permet aussi de synthétiser un peu. Alors ma question elle est toute simple. C'est selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'il serait important que les gens sachent sur la tech et le web? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens devraient, peut-être toi, tu te dis, ah oui, ça, c'est tel sujet que tu aimerais mieux connaître ou mieux apprendre et que tu penses que ça pourrait être aussi utile pour d'autres personnes. Alors écoute, pour moi, il y a une partie du travail qui a été mené par toi sur le côté mise en alerte, ça de manière indéniable. Par contre, tu vois, pour moi, ce qui manque, de manière générale, en tout cas, j'y trouve pas mon compte sur Internet, clairement, c'est les contributions que peut ramener la tech. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait de ChatGPT. ChatGPT, à un moment donné, peut te permettre potentiellement de gagner en productivité. Et je trouve que souvent, on a tendance à dénigrer la tech, à faire de la tech bashing en disant mais c'est nul, ça va supprimer des emplois. L'ordinateur existe depuis maintenant très longtemps. Je pense que les premiers, c'était... Enfin, moi, j'en ai eu dans les années 80, mais ça existait déjà un petit peu avant. Et je me dis, c'est pas parce que les ordinateurs sont apparus que les profs ont disparu, et je trouve qu'on met pas assez en valeur les contributions de la tech. Sous-entendu, je parle pas du côté marketing des choses. La start-up qui sort son appli, elle va forcément te dire que c'est l'appli révolutionnaire. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'il faut relever d'un niveau, relever d'un cran pour justement expliquer en quoi c'est génial et quelles sont les contributions. Moi, je le mets toujours de mon côté, à savoir économique ou productif, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et tu vois, je travaille par exemple sur les assistants vocaux. Il a été prouvé de manière scientifique que les assistants vocaux pouvaient, dans une moindre mesure, incarner une forme de présence dans les EHPAD, par exemple. Tu vois ?
Et donc du coup, je me dis, moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui soient très, alors pragmatiques, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qui soient très, très pédagogues sur le sujet, en disant voilà ce à quoi ça contribue, en quoi ça aide et pourquoi c'est génial. J'ai répondu à ta question, Victor, ou pas ? Oui, parfaitement, c'était très très clair. Bon, ok, super. Écoute, Victor, merci beaucoup pour le temps accordé pour l'interview. Je mettrai effectivement l'adresse de ton site internet dans le descriptif de l'épisode. À toutes et tous, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.